Bienvenue sur Gabon 24 pour suivre et comprendre les grands sujets d'actualité en Afrique et dans le reste du monde. C'est la raison d'être de ce nouveau programme, Ici l'Afrique. L'Union européenne est engagée depuis plus d'une décennie dans la négociation d'accords de partenariat économique avec les pays africains. Malgré les pressions de la Commission européenne, plusieurs pays ont jusqu'à présent, et grâce à la mobilisation de la société civile, résisté à une partie à une libéralisation qui menacerait leur agriculture, leur développement économique, social et les processus d'intégration régionale. Mais dans ce vaste débat, l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sont parvenus depuis fin janvier 2014 à un compromis sur un APE au niveau des hauts responsables. L'Afrique australe, dont le leadership économique est porté par l'Afrique du Sud, s'en méfie clairement et en Afrique centrale, on pense qu'il faut encore poursuivre les discussions avec Bruxelles pour obtenir de l'UE un accord complet. Cette dynamique de groupe est hélas désormais mise à mal par la récente démarche du Cameroun. Yaoundé a finalement signé avec les partenaires européens. Les détails dans ce reportage signé Jean-Paul Biya. Le décret a été signé par le président de la République, Paul Biya. Le Cameroun s'engage résolument pour l'exonération des tarifs douaniers sur certains produits venant de la zone Union européenne et vice-versa. La satisfaction de l'Union européenne qui apporte des éclaircies. Nous ouvrons entièrement notre marché. Il n'y a aucune restriction, ni quantitative, ni tarifaire pour les biens camerounais. Le Cameroun n'a ouvert qu'à 80% son marché et le démantèlement tarifaire donc sera progressif. Désormais, tout est défini. Des opportunités de développement, en particulier pour l'industrialisation du Cameroun. Et la première catégorie qui bénéficie donc du début du démantèlement comprend en particulier les machines-outils. Le citoyen camerounais bénéficiera aussi de la baisse des tarifs sur les médicaments. J'ajoute à la suite de Jean-Paul Biya que le Cameroun prend la décision de signer l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, 4 jours seulement après le sommet extraordinaire de Malabo qui avait confié la mission au président gabonais de poursuivre des discussions avec Bruxelles en vue d'obtenir un accord complet sur ce débat. Si ce n'est pas un pied de nez, ça y ressemble, un pied de nez que le Cameroun a fait à l'ensemble des pays de l'espace communautaire. Alors, j'ai pour invité aujourd'hui Michel-Philippe Nzé, analyste politique, et Carnot Atomengue, journaliste, directeur de l'information à Canal 7, une chaîne panafricaine qui émet depuis Libreville au Gabon. Michel-Philippe Nzé, comment comprendre la reculade de Yaoundé juste 4 jours après le sommet extraordinaire de Malabo? Vous savez, le fait n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun lâche ses partenaires de la zone CEMAC. Vous vous souvenez que à l'époque, quand le débat faisait rage sur la dévaluation du franc CFA, le Cameroun était de ceux qui cherchaient à convaincre ses partenaires de l'Afrique centrale à procéder rapidement à cette mesure de dévaluation du franc CFA dont les conséquences, justement, sont diverses et complètement différenciées d'un pays à un autre. Le Cameroun qui avait certainement plus d'intérêt à voir le franc CFA dévalué parce qu'il faut rappeler que le Cameroun dispose d'une semi-industrie ou alors d'une industrie intermédiaire de produits manufacturés qui lui permettrait de gagner et de vendre plus avec un franc CFA dévalué. Donc l'intérêt pour le Cameroun était réel, sans compter que le secteur agricole camerounais est quand même assez substantiel. Un secteur très dynamique. Un secteur dynamique, oui, toute proportion gardée, qui ne peut que bénéficier d'un franc CFA dévalué. C'est la même attitude aujourd'hui que les autorités camerounaises observent vis-à-vis des APE et par rapport à la position commune des autres pays de la zone CEMAC. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles le Cameroun procède ainsi, mais il est question ici de souveraineté nationale. On n'est pas dans une démarche, je veux dire, communautaire, concertée, qui pourrait peut-être entraver un peu la décision de tel ou tel pays de la zone Afrique centrale de procéder donc à la signature. Je crois qu'il est question pour le Cameroun de la deuxième étape justement de cette... après l'accord intermédiaire qu'il a signé il y a quelques années, il s'agit là d'un accord d'étape. Alors Carnot Atomengue, est-ce qu'on peut penser que l'Union européenne a finalement eu raison de la désunion au sein de la CEMAC? Écoutez, l'Union européenne surfe sur la vague de cette sorte de cacophonie qui existe au sein de la CEMAC parce que les principaux dirigeants n'arrivent pas à s'accorder sur la marche à suivre dans ce processus de signature des accords de partenariat économique. L'Union européenne utilise là pour mieux appâter les partenaires de la zone CEMAC et le Cameroun, vous l'avez dit,
a souvent été premier dans ce type de rapport avec l'extérieur pour s'affirmer. Et on sait qu'en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, le Cameroun est le premier partenaire de l'Union européenne. Si vous avez bien suivi, la dame a dit qu'il n'y a pas une grosse différence entre les produits importés par le Cameroun à partir de l'Union européenne et les produits exportés par le Cameroun vers l'Union européenne. La différence n'est pas très grande. Les importations du pays font 35% alors que les exportations font 46%. Donc le fait que le Cameroun se retrouve premier partenaire de l'Union européenne en ce qui concerne la zone CEMAC fait en sorte que les autorités camerounaises veulent un tout petit peu doubler les autres pays de la zone CEMAC pour, encore une fois, affirmer leur pole position. Leur leadership économique dans la sous-région. Absolument. Sans doute, on aura dans quelques instants seulement, si les conditions techniques sont réunies, en direct de Douala, la capitale économique du Cameroun, Hervé Emmanuel Com. Il est banquier très connu des débats de la haute finance camerounaise. Nous l'aurons dans quelques instants. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer les pressions exercées aujourd'hui par l'Union européenne sur l'ensemble des pays africains au sujet de la signature, de la négociation de cet accord de partenariat économique? Il y a comme une forme de pression exercée sur les États africains. Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière? Vous savez bien que les APE sont apparus un peu à la suite des accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et que du fait de ce qu'on appelle la règle préférentielle qui a été accordée à certains produits provenant de ces pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui finalement se retrouvent donc en porte-à-faux avec les règles fondamentales de l'Organisation mondiale du commerce, et qui a amené donc l'Union européenne à envisager une sorte de libre-échange qui ne comporterait pas des règles spécifiques de préférentielles vis-à-vis de tel ou tel produit. La mondialisation du commerce aujourd'hui exige justement l'égalité de traitement de tous les produits, d'où qu'ils viennent, dans un échange complètement ouvert. Il se trouve que les ACP, qui étaient beaucoup plus axés sur des échanges préférentiels, en identifiant un certain nombre de produits venant des pays concernés avec l'Union européenne, ne devaient pas perdurer. Les APE sont alors la réponse qui est apportée, sinon, je vais dire, un prolongement naturel des accords que l'Union européenne entretenait avec les ACP. Oui, je crois que la réalisation me fait signe que nous sommes en direct avec Douala et nous allons y retrouver Hervé Emmanuel Com, qui est donc un analyste politique du pays. Alors, nous allons comprendre avec lui qu'est-ce qui pourrait bien motiver la décision de Yaoundé, qui est perçue dans l'ensemble de l'espace communautaire comme une trahison. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, a motivé la décision de Yaoundé à signer cet accord de partenariat économique que l'on considère à Yaoundé comme un accord d'étape avec l'Union européenne? Oui, mais je voudrais d'abord modifier parce que ça ne doit pas être considéré comme une trahison parce que, à ce que je sache, la constitution d'une union économique sous-régionale n'a pas enlevé la souveraineté à l'État indépendant du Cameroun et que le gouvernement camerounais doit d'abord se positionner en fonction des intérêts de son économie. Bon, quand je finis de le dire, donc c'est un État souverain qui a fait l'évaluation exacte de cette évolution et a choisi, n'est-ce pas, en raison de la structure de son économie, de son industrie, de s'engager dans ces APE qui ne doivent pas être perçus comme une blessure, plutôt comme une chance, et c'est-à-dire adapter nos économies à la mondialisation qui est réversible en y trouvant les avantages et les inconvénients que je pourrais d'ailleurs indiquer pour l'ensemble de la sous-région. Donc, il faut qu'on revienne à une analyse pertinente de la situation, des avantages et des inconvénients et ne pas tomber dans une campagne d'incantation à laquelle nous assistons depuis quelque temps. Ce serait regrettable. Il y a deux façons d'aborder les évolutions économiques. Soit on est dans une situation passive, on subit et on rentre dans l'incantation. Alors ce n'est pas du tout bien la position que nous avons choisie. Notre position est plutôt volontariste, dynamique, en raison de la structure économique et qui ne porte pas du tout atteinte à l'intégration sous-régionale, bien au contraire. Voilà, Hervé, on va sortir donc de ces incantations pour parler justement du principe de cet accord de partenariat économique. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd?
D'abord, ce n'est pas un accord définitif. Nous sommes dans des étapes. Et donc, c'est un accord intérimaire, comme on pourrait dire. Bon, pour parler en français facile, le constat qui est fait, c'est que la théorie de la nation la plus favorisée qui était pratiquée par des États dans le cadre de GATT, avec donc la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce, il fallait commencer à se préparer à ce genre d'évolution. Et pour faire simple, l'accord qui a été proposé aux différents pays ACP et surtout dans notre sous-région est un accord qui permet pour ceux qui ont déjà des structures économiques les permettant d'exportation d'entrer dans une nouvelle relation qui permet graduellement de faire baisser les taux douaniers, n'est-ce pas, le tarif douanier pour permettre des échanges ouverts. Alors nous, on a choisi un certain nombre de produits, donc le temps ne nous permet pas d'énumérer, en fonction de notre économie. Et donc, dans une première étape de 5 ans, ces produits vont entrer en faisant baisser ou en faisant tomber les droits d'exportation. En contrepartie, nous recevons des produits qui sont sur une liste limitative, qui rentrent dans notre économie et qui ne sont pas du tout dans la production de notre industrie locale, ni dans la transformation des matières premières dont nous envisageons accentuer le processus. Donc, il y aura une deuxième étape, puis une troisième étape qui sera dans 15 ans. Et à chaque étape, il y aura une évaluation. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que nous ne devenions pas la poubelle de mauvais produits, parce que voilà aussi un des arguments qu'on a mis en place, c'est faux. Le Cameroun a créé une agence nationale de la norme et de la qualité qui fait en sorte que nous n'allons pas accepter que ce soit sur notre territoire, ni dans la sous-région. Hervé, en même temps que vous nous conseillez de sortir des incantations, il y a que la dynamique du groupe sous-régional est quelque peu mise en mal par la position du Cameroun. En quoi est-ce que le Cameroun aujourd'hui pourrait aider l'ensemble des pays de l'espace communautaire à se hisser au plus haut niveau dans les négociations avec l'Union européenne? Mais écoutez, la dynamique que vous appelez sous-régionale, il ne faut pas qu'elle soit simplement quand il s'agit des intérêts particuliers d'un pays. Il faut qu'on entre jusqu'au bout, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des personnes, ce qui n'est pas le cas. Et je ne crois pas que le Cameroun se soit plaint parce que certains de ses voisins, et vous savez de qui je parle, ne laissent pas la libre circulation des biens et des personnes. Non. Pour revenir sur le sujet, je crois que c'est une chance parce que vous savez que l'économie camerounaise représente quand même près de 60% de l'économie sous-régionale, CEMAC, et qu'à travers l'industrie camerounaise et la structure économique camerounaise... Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur le plateau, c'est Michel-Philippe Musée qui est un analyste politique. Michel, vous voulez répondre à Hervé Emmanuel qui vous écoute? J'émettais un doute sur le ratio que vous avez donné, le pourcentage de la part du Cameroun dans le PIB sous-régional. Ah bon, c'est nouveau, donnez-moi le vôtre, s'il vous plaît. Non, mais je crois qu'il se situe entre 30 et 35%, le poids du Cameroun dans le PIB. Bon, en tout cas, c'est la première économie de la sous-région, sauf si vous avez une autre économie. Merci Hervé Emmanuel Com, que nous avions en direct du Cameroun. Alors, partagez-vous ce qu'il a dit, vous l'avez entendu. Le Cameroun qui pourrait donc servir d'aiguillon à l'ensemble des pays de la sous-région, de l'espace CEMAC. Alors, c'est ce que je disais dans mon propos liminaire. Je disais que le Cameroun, fort de sa position économique sur la sous-région, au sein de la sous-région d'Afrique centrale, veut toujours prendre les devants, veut toujours être le premier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Seulement, il faut savoir ce que le Cameroun va pouvoir gagner en signant ces accords. C'est vrai que d'autres pays, d'autres sous-régions comme la CEDEAO ont pu signer ces accords de partenariat, mais les questions restent lancinantes sur les retombées de ces accords de partenariat avec l'Union européenne quand on sait que c'est un tout petit peu un combat entre guillemets du pot de terre contre le pot de fer, parce que l'Union européenne est une très très grosse économie. Venir tisser des partenariats avec
les pays des sous-régions d'Afrique pourraient faire en sorte qu'on voit clairement un déséquilibre dans les rapports qui peuvent exister entre les deux économies, donc l'économie de l'Union européenne et l'économie par exemple de la CEMAC ou de la CEDEAO, qui sont des économies à puissance très différente. Alors, est-ce qu'on peut redouter des sanctions contre le Cameroun? Je rappelle à toutes fins utiles que cette émission n'a pas pour vocation de faire le procès du Cameroun dans sa démarche, qui est une démarche tout à fait souveraine, d'un État souverain. Alors, est-ce qu'on peut au moins redouter des sanctions contre le Cameroun pour avoir engagé une démarche solitaire alors que le Cameroun appartient à une sous-région, à un espace communautaire? Non, mais j'imagine là les pays de la sous-région imposer une quelconque sanction au Cameroun, parce que cela aurait été le cas vis-à-vis de la Guinée équatoriale, qui s'est opposée justement à la mesure de lever des barrières douanières à la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC il y a cela 2 ans. La Guinée équatoriale, de manière unilatérale, s'était dit opposée justement à l'instauration de cette mesure, qui aurait pu évidemment faire avancer un peu l'intégration sous-régionale. Je ne crois pas qu'il y aurait des sanctions. Encore faudrait-il avoir les moyens. Ces pays pris un à un n'ont aucun moyen contre le Cameroun. Je pense que le propos n'est pas là. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que le Cameroun gagne justement dans ses accords avec l'Union européenne. Qu'est-ce que le Cameroun peut éventuellement obtenir en plus des rapports classique, traditionnel qu'il a avec les autres pays de la sous-région. Il faut reconnaître que les échanges intra-CEMAC ne représentent absolument rien du tout sur le plan formel. Il n'y a véritablement pas ce qu'on appelle une transaction, une vitalité au niveau des échanges intra-CEMAC, qui fait que finalement cette communauté n'est qu'une communauté, c'est une coquille vide, en quelque sorte. Il n'y a rien de plus différent entre, par exemple, le Cameroun et le Congo, qui n'ont véritablement presque pas de manière physique des liens commerciaux ou des liens de communication, autant qu'il est véritablement, le Gabon et le Tchad sont complètement isolés l'un de l'autre, de même que la Centrafrique aujourd'hui est totalement isolée de la Guinée équatoriale, ne fût-ce qu'en termes de communication, des voies de communication physiques. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les raisons pour lesquelles les autres pays de la zone s'opposent, en tout cas, freinent des 4 fers justement contre ces APE. Il faut d'abord noter ceci. Des pays comme le Gabon, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale tirent l'essentiel de leurs revenus des taxes douanières et des les droits de porte, des biens importés et des taxes d'exportation. On va faire perdre des recettes aux différents États. Les budgets dans ces pays sont financés essentiellement par les taxes, les droits de porte et les taxes à l'exportation. Gardez votre idée, nous allons tout de suite à Niamey au Niger. Retrouver donc là-bas Ali Idrissa. Vous êtes à la tête du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB. L'Afrique de l'Ouest est en avance sur l'accord de partenariat. Dites-nous à quel niveau se situe ce débat chez vous. Ali, bonjour. Bonjour, Ismaël. Voilà. À quel niveau se situe donc le débat sur l'accord de partenariat économique au Niger? Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui au Niger, du point de vue de la population et de la société civile et même de certains opérateurs, c'est une menace grave que représentent les APE pour nos pays. Vous n'êtes pas sans savoir que quand même notre pays est dernier en matière d'indice de développement humain et en matière d'exportation, ça ne représente rien ce que nous faisons vers l'Europe. Il faut pour autant se dire qu'on va tirer, et j'ai entendu tout à l'heure un intervenant dire que la plupart de ces pays tirent l'essentiel de leurs ressources budgétaires des droits de douane, qu'on dise qu'aujourd'hui vers l'Europe on renonce à tout ça. C'est sûr que la société civile, les opérateurs économiques, la population, ça les met dans une situation de désarroi et de panique, dans le sens de se dire que la vie coûtera sûrement plus cher dans nos pays parce que les gouvernements vont se retourner vers les opérateurs locaux pour pouvoir tirer le maximum. Parce que les circuits habituels d'approvisionnement ou bien de financement des pays n'existent plus, les droits de douane vers ces pays européens. Et on sait bien que la plupart des échanges, c'est carrément de l'Europe vers l'Afrique et nos pays. Ce n'est pas le contraire, surtout par rapport au Niger quand même.
que je connais très bien. On ne transforme rien chez nous. On n'a aucune entreprise capable d'être compétitive pour pouvoir le faire. Et même s'il faut le faire, ça va être des entreprises carrément étrangères qui ont plus de ressources, qui viendront le faire vers nos pays. Oui, Ali, n'empêche qu'aujourd'hui, on vit dans une économie mondialisée, interconnectée. Jusqu'à quand l'Afrique va-t-elle continuer à bouder l'accord de partenariat économique? Mais Ismaël, jusqu'à ce qu'on tienne compte des intérêts de l'Afrique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tel que c'est stipulé les APE là, non, ça n'a aucun intérêt pour l'Afrique. Et tant que les chefs d'État ou bien les dirigeants africains ne se diront pas qu'on doit agir dans le sens des intérêts de nos peuples, l'Afrique continuera sûrement à bouder cela parce que ce n'est pas en harmonie avec les aspirations des peuples et des citoyens africains. Alors, il y a aussi comme une absence de sensibilisation sur le bien fondé de cet accord de partenariat. Dites-nous, est-ce que chez vous, le paysan de Difa ou des Inder sait de quoi on parle? Ismaël, ça, je suis très bien placé pour te le dire. Je viens d'Arlit. Ces gens ne connaissent même pas c'est quoi l'APE. On n'en a jamais parlé dans nos pays. Et ce n'est que l'élite qui comprend un peu de quoi on parle. Et les paysans, aujourd'hui, c'est leur priorité. C'est carrément le quotidien. Et c'est sûr que le quotidien, ça va, quand il y a beaucoup plus d'intervention de l'État, un État qui ne touche que l'essentiel de ses ressources sur les droits de douane, bon, si on lui explique cela, il va sûrement paniquer. Merci Ali Idrissa que nous avions en direct de Niamey au Niger pour sa contribution au débat. Voici à présent ce que nous avons lu pour vous sur la toile et dans quelques titres en ligne. Et voici ce que nous avons lu pour vous sur la toile et dans quelques titres en ligne. Le quotidien du Sénégal abordant le dilemme des APE révèle que Macky Sall pressait père de la CEDEAO qu'ils n'ont pas encore fait, comme le Nigeria a emboîté le pas avant le 1er octobre prochain, date fixée par la Commission de l'Union européenne aux États africains. Dans ce débat qui divise plus qu'il ne rassemble l'opinion africaine, CamerounInfo.net titre « En signant les accords de partenariat économique, le Cameroun irrite la CEMAC ». Oui, nous le disions déjà, Yaoundé a pris le contre-pied des autres pays de la zone en concluant un accord d'étape avec l'Union européenne après le sommet de Malabo. Le reste des réactions nous viennent de Libreville. La toile explose à propos. Jusqu'à quand allons-nous accepter ces accords superficiels sans réel impact dans le panier de la ménagère en Afrique? L'Europe est-elle consciente du désastre alimentaire en Afrique? C'est une réaction d'internautes. Et enfin, cet autre qui en rajoute au débat. Tous les avantages, qu'ils soient directs ou indirects, sont au bénéfice des entreprises de l'Union européenne. L'Afrique en est la grande perdante. Une autre réaction pour terminer, c'est celle de cet autre internaute qui voudrait qu'on supprime d'abord le CFA avant de parler des accords de partenariat économique. Alors, le programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît quand même le rôle clé que le commerce en tant que vecteur de développement durable et inclusif peut jouer dans la signature des accords de partenariat économique. Michel-Philippe Meuzé, est-ce qu'on peut vous présenter comme un faucon de cet accord de partenariat économique? Non, attendez. Vous voyez, l'Europe elle-même, aujourd'hui, peine à des difficultés à conclure l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Pour des questions de normes, pour des questions d'invasion du marché européen par des produits que l'Europe elle-même produit déjà. Parce que quand vous concluez un accord de libre-échange, vous mettez quelques exceptions, mais l'essentiel de ce marché porte sur les produits les plus essentiels qui font la force de votre économie. Et donc, alors pourquoi l'Union européenne va-t-elle nous imposer un tel accord? De tels accords, c'est unique, asymétrique. Je vous signale, à l'appui de ce que disait Carlo Atomo Mengue tout à l'heure, que l'Europe, en termes de PIB, c'est 18 412 milliards de dollars entre les chiffres 2014. Contre l'Afrique qui, enfin, en termes de poids dans les flux commerciaux mondiaux, l'Europe, elle, qui est la première puissance commerciale au monde, détient environ quelque chose comme environ 16% des flux commerciaux mondiaux et pèse 23% du PIB mondial. Que pèse l'Afrique? L'Afrique fait à peu près 3% de la part de la totalité. 3%. La totalité de l'Afrique fait 3% en termes de la masse des flux commerciaux mondiaux. Ce sont des accords, des situations. Le rapport des forces est tellement déséquilibré. Par ailleurs, chaque pays africain
pris l'un après l'autre. Mais parlons de notre pays, le Gabon, et parlons de la Guinée équatoriale, par exemple, et du Congo. L'essentiel des finances publiques provient de recettes douanières, des droits de porte et des taxes à l'exportation. Je vous signale que le Sénégal, qui a déjà conclu l'accord intérimaire depuis 2000 avec l'Union européenne sur cette question des accords APE, perdra essentiellement, c'est-à-dire en termes de pertes budgétaires, l'équivalent d'environ 141 milliards et demi de francs CFA par an, ce qui est énorme dans le financement. Alors, quels seront les moyens dont nos États vont disposer pour, s'occuper, financer leurs activités et s'occuper de ce qu'on appelle devoirs régaliens? La question se pose, est-ce que nous avons d'autres sources de revenus pour financer le budget de l'État dans nos pays? Notre industrie, secteur agricole, elle est embryonnaire, elle ne peut pas faire le poids ni en termes de coûts de production, ni en termes de qualité de produits face aux mastodontes multinationales installées en Europe. Par ailleurs, on nous parle de la question agricole en termes de bananes, des ananas et consorts. Nous savons que de l'autre côté, l'Union européenne a conclu ces types d'accords de partenariat, accords donc de libre-échange, avec des pays qui produisent en termes agricoles les mêmes produits que le Cameroun, que le Gabon ou que d'autres pays d'Afrique. Cardon Atamengue, faut-il, oui ou non, signer ces accords ou cet accord? Je crains de mettre sur la même longueur d'onde que Michel-Philippe Nzélé, parce que ces accords ont d'ailleurs été pointés du doigt par un certain nombre d'institutions européennes. Le Parlement français, je vous rappelle, a pointé du doigt ces accords avec le rapport Lefort qui a dénoncé les principes de cet accord. Christian Taubira a également tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il n'y a pas d'exemple d'ouverture de marché qui ait conduit au développement. C'est tel qu'il avait dit. Donc ça veut dire que même les Européens voient en cet accord un accord unique qui ne pourrait pas profiter. Sinon un marché de dupes. Sinon un marché de dupes. Et je vais vous dire que un analyste économique avait dit, il s'appelle Jacques Berthelot, il avait écrit un article dans Le Monde diplomatique, et cet article, tenez-vous bien, s'intitule « Accord de partenariat économique, le baiser de la mort ». Ça veut dire que les pays africains qui vont dans cet accord de partenariat économique vont plutôt au suicide, entre guillemets, parce que, comme je l'ai énoncé il y a quelques instants, il s'agit d'un combat, entre guillemets, du pot de fer contre le pot de terre. L'exclusivité coloniale, c'est une philosophie qui n'est pas véritablement, qui n'a pas complètement disparu. C'est peut-être une version un peu modifiée, un peu actualisée, un peu mondialisée de ce pacte colonial. En somme, nous allons commercer uniquement avec l'Union européenne, pour l'essentiel, parce que nos commerces ou bien nos exportations pour des produits comme le pétrole, le manganèse et consorts échappent complètement justement à ce cadre-là. Ceux qui pensent que le pétrole ou le manganèse ou d'autres choses pourraient être exemptés, je signale que ces deux produits stratégiques qui sont des produits de rente ne sont pas vendus en CFA, ils sont vendus en dollars et par conséquent vont de toute façon revenir dans le compte d'opération du Trésor français qui pilote justement le franc CFA. Michel-Philippe vous comprenez bien qu'on n'a aucun avantage, journaliste, directeur de l'information à Canal 7, une chaîne panafricaine qui émet depuis Libreville au Gabon. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce débat. C'est le premier numéro d'ici l'Afrique sur Gabon 24.